Je n'avais pas prévu de voyager ce jour-là. Pas vraiment. Disons plutôt que je n'avais pas prévu comment j'allais le faire. À la base, il y avait un besoin simple, presque banal. Rentrer, quitter une ville devenue trop chère, trop bruyante, trop lourde à porter pour ce que contenait encore mon compte bancaire. La fin du mois approchait, et avec elle cette sensation familière d'étouffement, celle qui vous serre la poitrine quand vous regardez vos dépenses en vous demandant où vous avez bien pu vous tromper. Le train était hors de prix, le bus, complet, l'avion, même pas la peine d'y penser. Il restait une option que je repoussais depuis longtemps, sans vraiment savoir pourquoi, le covoiturage. J'en avais déjà entendu des histoires, des bonnes, des mauvaises, des anecdotes drôles, d'autres plus inquiétantes. Mais ce matin-là, je n'étais pas d'humeur à écouter ma prudence. J'étais fatigué, épuisé, même. Et quand on est épuisé, on ne cherche pas la meilleure solution. On cherche la moins chère, la plus rapide, celle qui permet de tenir encore un peu. Je me souviens très bien du moment où j'ai ouvert l'application. Ce geste presque mécanique, fait sans conviction. Je tapais la destination, plus par habitude que par espoir. Et là, au milieu des annonces hors de prix ou mal placées, une proposition est apparue. Un tarif étonnamment bas, presque indécent comparé aux autres. L'horaire était parfait, le point de départ aussi. Tout semblait s'aligner comme si quelqu'un avait décidé de me faciliter la vie pour une fois. Je cliquais sur le profil du conducteur. Peu d'informations, une photo floue, prise de loin, dans une voiture, un sourire difficile à interpréter. Quelques avis, pas nombreux, mais globalement positifs. Rien d'alarmant. Rien de rassurant non plus. Juste neutre. Mon doigt resta suspendu au-dessus de l'écran. J'hésitais. Une petite voix tenta de se faire entendre, quelque part au fond de moi. Elle murmurait que le prix était peu, être trop beau pour être honnête, que je pouvais attendre, trouver autre chose. Mais une autre voix, plus forte, plus pressante, lui répondit aussitôt, « Tu n'as pas le luxe de refuser. » J'acceptai. La confirmation arriva presque immédiatement. Un message bref du conducteur. « À l'heure. Soyez ponctuel. » Pas de smiley. Pas de formule de politesse inutile. Je haussai les épaules. Tout le monde n'était pas bavard, après tout. Je posai mon téléphone et continuai de préparer mon sac, en essayant d'ignorer cette légère tension qui s'était installée dans ma poitrine. Rien de grave, juste le stress du départ. C'est ce que je me disais. Le point de rendez-vous était un parking à la sortie de la ville, un de ces endroits impersonnels où personne ne s'attarde plus que nécessaire. J'y arrivai avec quelques minutes d'avance. Il faisait encore jour, mais le ciel était couvert, d'un gris uniforme qui écrasait tout. J'attendis, mon sac posé à mes pieds, observant les voitures qui entraient et sortaient, sans me prêter attention. Puis je le vis. Il était déjà là, appuyé contre sa voiture, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Une berline sombre, propre, sans rien qui attire particulièrement l'œil. Lui non plus, d'ailleurs, ne se distinguait pas vraiment. Une silhouette moyenne, des vêtements simples, un visage ordinaire. Trop ordinaire peut être. Quand nos regards se croisèrent, il se redressa immédiatement. Son regard était direct, insistant, comme s'il évaluait quelque chose en moi. Pas agressif, juste, attentif. « C'est vous pour le covoiturage ?» demanda-t-il. Sa voix était calme, posée, légèrement plus grave que ce à quoi je m'attendais. J'acquiesçai, lui donnai mon prénom. Il ne répéta pas le sien. Il ouvrit le coffre sans un mot, y posa mon sac avec un geste sûr, presque automatique. Tout semblait réglé d'avance. Je montai à l'avant, par réflexe, comme pour éviter la distance du siège arrière. À ce moment-là, je ne savais pas encore que ce choix anodin me resterait en tête longtemps. La voiture démarra. Le parking disparut derrière nous. La ville aussi. Les premières minutes se passèrent dans un silence presque confortable. Il conduisait bien, sans à-coups. La radio diffusait une musique discrète, indéfinissable. J'essayais de me détendre, de me dire que j'avais exagéré, qu'il ne s'agissait que d'un trajet parmi tant d'autres. « Longue journée ?» demanda-t-il finalement, sans me regarder. « Un peu », répondis-je. « Et vous ?» Il eut un léger rire. Bref, sans joie apparente. « Les journées sont toutes longues, dit-il. Certaines plus que d'autres. Je ne sus pas quoi répondre. » La conversation s'éteignit aussi vite qu'elle avait commencé. Il ne relança pas. Moi non plus. Le silence revint, mais il n'avait plus la même texture. Il était plus dense, plus chargé. Je me surpris à observer des détails insignifiants. La manière dont ses mains tenaient le volant, ferme, sûr. La façon dont il regardait la route, sans jamais vraiment détourner les yeux,
sauf parfois vers le rétroviseur, juste une fraction de seconde de trop. Je me répétais que j'étais fatigué, que mon esprit cherchait des problèmes là où il n'y en avait pas. Après tout, j'avais accepté ce trajet en connaissance de cause. Personne ne m'y avait forcé. Je n'étais pas une victime. Juste quelqu'un qui essayait d'économiser quelques dizaines d'euros. Pourtant, à mesure que les kilomètres défilaient, une certitude sourde commençait à s'installer. Pas une peur franche, non. Plutôt une impression diffuse, comme un déséquilibre invisible. Quelque chose qui n'était pas à sa place. Je n'aurais pas su dire quoi exactement. Et c'était sans doute ça, le plus troublant. La ville était loin derrière nous désormais. La route s'étirait, droite, monotone. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone. Le réseau commençait à faiblir. Une barre, puis deux. Rien d'inquiétant. Normal, dans ce coin. Je le reposais sur mes genoux. Je ne savais pas encore que ce serait l'une des dernières fois que je regarderais ce trajet comme un simple déplacement. Je ne savais pas encore que ce choix, fait pour économiser, allait me coûter bien plus que de l'argent. Mais au fond de moi, quelque chose avait déjà compris. Et si j'avais su, à cet instant précis, ce que cette route allait exiger de moi, j'aurais payé le double, le triple. J'aurais trouvé un autre moyen, n'importe lequel. Mais certaines décisions ne laissent pas de place au retour en arrière, et la mienne roulait déjà à 100 km à l'heure. Les kilomètres s'accumulaient sans que je m'en rende vraiment compte. La route était droite, monotone, bordée de champs encore engourdis par la saison. Le genre de paysage qui endort l'esprit et donne l'illusion que le temps s'étire calmement. Pourtant, à l'intérieur de la voiture, quelque chose résistait à cette tranquillité apparente. Une tension sourde, discrète, mais persistante. Il conduisait sans excès, respectant les limitations, comme quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques. De temps en temps, il ajustait le volume de la radio, jamais assez fort pour couvrir le silence, jamais assez bas pour qu'on puisse l'oublier. Une musique neutre, sans paroles marquantes, qui semblait choisie pour remplir l'espace sans provoquer de réaction. Je regardais défiler le paysage, en essayant de me convaincre que tout allait bien. Après tout, rien de concret n'était arrivé. Aucun mot déplacé, aucun geste suspect, juste cette sensation étrange, difficile à nommer, qui me suivait comme une ombre. Je me disais que j'étais trop méfiant, que la fatigue me rendait nerveux. C'était plus simple de croire ça que d'admettre que quelque chose clochait. « Vous faites souvent ce trajet ?» demandai-je, surtout pour briser le silence. Il tourna légèrement la tête vers moi, juste assez pour me regarder du coin de l'œil. « Assez souvent, répondit-il. J'aime conduire la nuit. » Il marqua une pause, puis ajouta « On se sent différent quand la route est vide. » Sa phrase resta suspendue dans l'air. Je hochai la tête sans trop savoir quoi dire. La nuit, il n'était pourtant que la fin d'après-midi, mais le ciel s'assombrissait déjà, comme s'il voulait lui donner raison trop tôt. Je me demandais s'il parlait par habitude ou par anticipation. Cette pensée me mit mal à l'aise, sans raison valable. « Et vous ?» continua-t-il. « Vous voyagez seul ?»« Oui, répondis-je. Enfin, je rentre chez moi. C'est souvent quand on rentre chez soi qu'on est le plus vulnérable, dit-il doucement. Je le regardais, surpris. Il souriait légèrement, les yeux toujours fixés sur la route. Peut-être était-ce une simple remarque philosophique. Peut-être pas. Je sentis mon dos se raidir contre le siège. « Vous trouvez ?» répondis-je, sur un ton que je voulais léger. « Oui, » répondit-il sans hésiter. On baisse la garde. On croit que le plus dur est derrière nous. Il ne développa pas davantage, comme s'il avait simplement laissé tomber cette idée, volontairement, pour voir comment elle résonnerait. Je me concentrais de nouveau sur le paysage, mais mon esprit était déjà ailleurs. Chaque phrase qu'il prononçait semblait avoir un poids particulier, même quand elle n'avait, en apparence, rien de spécial. Nous roulions depuis un moment quand il s'arrêta sur une aire de repos. Une pause annoncée d'un ton neutre, presque administratif. « Je prends un café. Vous voulez quelque chose ?» Je déclinai poliment. Descendre de la voiture me fit du bien. L'air était frais, presque piquant. Je respirais profondément, comme si j'avais retenu mon souffle sans m'en rendre compte. Autour de nous, quelques voitures stationnées, des gens qui allaient et venaient. La normalité. Cette normalité rassurante que j'avais presque oubliée. Je profitais de ce moment pour consulter mon téléphone. Quelques notifications sans importance. Le réseau était faible, mais suffisant. Rien d'anormal. Je me sentis un peu ridicule d'avoir imaginé le pire. « Tu vois, me dis-je, tout est normal. » Il revint avec son gobelet fumant, l'air détendu, presque agréable. « On peut repartir ?» demanda-t-il. J'acquiesçai. La portière se referma, et avec elle,
cette parenthèse de sécurité. Dès que nous reprîmes la route, je sentis le malaise revenir, plus présent qu'avant, comme si cette pause avait renforcé le contraste entre l'extérieur et l'intérieur de la voiture. La conversation reprit par intermittence. Il parlait de choses simples, son travail, ses horaires, la difficulté de rencontrer des gens vraiment sincères. Il disait souvent ce mot, sincère, comme s'il en doutait profondément. Je me contentais de répondre par des phrases courtes, prudentes. Je n'avais pas envie de trop en dire. Sans savoir pourquoi, je sentais que chaque information pourrait être retenue, analysée. À un moment, je remarquai qu'il jetait souvent un œil à son téléphone posé dans le vide-poche. L'écran s'allumait brièvement puis s'éteignait. Des messages arrivaient. Il ne les ouvrait pas tout de suite. Parfois, il souriait à peine, comme à une pensée intérieure. « Beaucoup de messages ?» demandai-je, presque malgré moi. « Quelques-uns » répondit-il. « Des gens qui s'inquiètent toujours trop. » Cette réponse me laissa perplexe. Il ne semblait pas agacé, plutôt amusé. Comme si cette inquiétude lui appartenait sans vraiment le concerner, je décidai de ne pas insister. La lumière du jour déclinait rapidement. Les ombres s'allongeaient, et la route paraissait de plus en plus isolée. Les panneaux indiquaient des villages que je ne connaissais pas. Je vérifiai mentalement l'itinéraire, essayant de me rappeler le trajet prévu. Tout semblait cohérent, en théorie. Pourtant, quelque chose me dérangeait. « On prend un raccourci ?» demandai-je enfin. Il hocha la tête. « Oui. La route principale est souvent saturée à cette heure-ci. Celle-ci est plus rapide et plus tranquille. » Le mot « tranquille » résonna étrangement. Je regardais autour de nous. Les voitures se faisaient rares. Le réseau avait presque disparu. Une seule barre clignotait sur mon écran avant de s'éteindre complètement. Je reposais mon téléphone, le cœur un peu plus lourd. Je sentais que je devais rester calme, que céder à l'inquiétude ne servirait à rien. Pourtant, mon corps réagissait avant ma raison. Mes mains étaient moites, mes épaules tendues. Chaque virage me semblait un peu trop long, chaque silence un peu trop appuyé. Il parla encore, d'une voix plus posée, presque confiante, de la difficulté de vraiment connaître les gens, de la façon dont certains moments révèlent ce que nous sommes réellement. Ces phrases étaient parfois vagues, parfois étrangement précises. Je ne savais jamais si je devais y voir une réflexion générale ou quelque chose de plus personnel. « Vous êtes quelqu'un de prudent ?» me demanda-t-il soudain. Je mis quelques secondes à répondre. « J'essaie », dis-je finalement. Il sourit. « On essaie tous. Mais parfois, on accepte des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. » Je ne répondis pas. Je regardais la route, désormais éclairée seulement par les phares. Je compris alors que ce malaise n'était plus une simple impression, c'était une alerte, discrète, insistante, et elle me disait que quelque chose était en train de glisser hors de mon contrôle. Quand je réalisai que nous avions quitté l'axe principal, sans que je puisse dire exactement quand, une pensée claire s'imposa enfin. Ce trajet n'est plus seulement un déplacement, c'était devenu autre chose, une situation dans laquelle je n'étais plus simplement passager. La voiture continuait d'avancer, avalant les kilomètres comme si elle savait déjà où elle allait. Et moi, assis à côté de lui, je compris que la vraie distance parcourue depuis le départ n'était pas celle indiquée par le compteur, mais celle qui me séparait désormais de toute certitude. La route avait changé sans que je m'en rende compte. Il n'y avait pas eu de panneau clair, pas de virage brutal annonçant une rupture, juste une transition lente, presque insidieuse. L'asphalte était devenu plus étroit, plus sombre, mangé par endroits par des fissures irrégulières. Les lignes blanches avaient disparu, les lampadaires aussi. Il ne restait que les phares de la voiture, découpant des fragments de nuit, et cette sensation désagréable d'être entré dans un espace qui n'était plus fait pour être traversé. Je regardais autour de moi, cherchant un repère familier. Rien. Des arbres, serrés, silencieux, des champs invisibles derrière l'obscurité. Aucun autre véhicule. Même le bruit de la route semblait étouffé, comme si le monde s'était refermé sur nous. Je sentis mon cœur battre plus vite. Pas de panique franche, pas encore. Plutôt une lucidité brutale, celle qui arrive quand l'esprit cesse de se mentir. Cette route, je ne la reconnais pas, dis-je enfin. Ma voix me parut plus sèche que je ne l'aurais voulu. Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restaient fixés droit devant lui. Ses mains tenaient le volant avec la même assurance qu'au départ, mais quelque chose avait changé dans sa posture. Il était plus détendu, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de faire semblant. « Elle n'est pas très fréquentée, » dit-il finalement. « C'est normal que vous ne la connaissiez pas. » Je hochai la tête sans conviction. Mon téléphone reposait toujours sur mes genoux, je l'allumais par réflexe. Aucun réseau, aucun signal,
Juste l'heure qui s'affichait, indifférente à la situation. Je le reposai lentement, essayant de ne pas attirer son attention sur ce geste. Je n'avais pas envie qu'il sache à quel point je me sentais soudainement isolé. Le silence revint, mais il n'avait plus rien de neutre. Il pesait. Chaque seconde semblait chargée d'un sens que je ne comprenais pas encore entièrement. J'avais l'impression d'être observé, évalué, même quand il regardait la route, comme si ma présence à côté de lui n'était plus un simple hasard logistique, mais une donnée intégrée depuis longtemps. « Vous savez, reprit-il, certaines personnes paniquent quand elles ne reconnaissent plus leur environnement. » Je le regardai, surpris par cette remarque. « Et d'autres » demandai-je. « D'autres s'adaptent, » répondit-il calmement. « Elles comprennent qu'il n'y a pas toujours de retour en arrière. » Il prononça ces mots sans ironie, sans menace apparente. Pourtant, ils me glacèrent. Je sentis mes doigts se crisper légèrement sur le tissu de mon pantalon. J'aurais voulu lui demander de s'arrêter, dire que je préférais descendre ici, même au milieu de nulle part. Mais quelque chose me retenait. Une intuition étrange, presque animale, me soufflait que provoquer une rupture nette maintenant serait une erreur. La route serpentait de plus en plus. À chaque virage, j'espérais apercevoir une lumière, une maison, un signe de vie. Rien. Juste cette avancée continue, obstinée, vers un endroit que je ne connaissais pas. Le moteur ronronnait doucement, comme s'il était parfaitement à sa place. « On arrive bientôt » demandai-je, la gorge un peu sèche. Il sourit. Pas un grand sourire, juste ce léger mouvement des lèvres que j'avais déjà remarqué et qui ne parvenait jamais jusqu'à ses yeux. « Pas exactement » répondit-il. « Mais on ne va pas dormir sur la route cette nuit. » Ces mots résonnèrent longtemps après qu'il les eut prononcés. Dormir. Je n'avais pas envisagé cette possibilité. Le trajet devait se terminer dans la soirée, certes, mais chacun de son côté, lui repartant, moi retrouvant mon espace, ma sécurité. Cette phrase venait de déplacer quelque chose de fondamental. Elle redessinait les contours de ce que je croyais être la situation. Je pensais arriver chez moi ce soir, dis-je, en essayant de garder un ton calme. Vous arriverez quelque part, répondit-il simplement. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Ce n'était plus une conversation anodine. Chaque échange devenait une lutte silencieuse pour maintenir une forme de contrôle. Je me rendais compte que je n'avais presque rien dit de personnel depuis le départ, alors que lui avait distillé suffisamment d'indices pour façonner une présence inquiétante, sans jamais se dévoiler complètement. La nuit était désormais totale. Les phares éclairaient des troncs d'arbres qui semblaient se pencher vers nous, immobiles mais menaçants. J'avais la sensation que le temps s'était ralenti, étiré, comme pour me forcer à rester pleinement conscient de chaque seconde. Je pensais à des détails absurdes. Le bruit du clignotant, la texture du siège sous mes doigts, l'odeur légère de café froid dans l'habitacle. Tout ce qui pouvait m'ancrer dans le réel. « Vous n'aimez pas perdre le contrôle, n'est-ce pas » demanda-t-il soudain. Je le regardai, surpris par la justesse de la question. « Personne n'aime ça » répondis-je prudemment. « Certains le cherchent, pourtant, » dit-il. « Il provoque des situations, inconsciemment, pour voir jusqu'où ça peut aller. » Je compris alors que cette discussion n'était pas improvisée. Il parlait comme quelqu'un qui avait déjà réfléchi à ces thèmes, qui les avait peu, être même vécus. Une part de moi voulait croire qu'il philosophait, qu'il aimait simplement analyser les comportements humains. Mais une autre part, de plus en plus présente, comprenait que j'étais devenu un élément de cette réflexion. La voiture ralentit légèrement. Je crus d'abord qu'il allait s'arrêter, mais il continua, prenant un chemin encore plus étroit. La végétation se rapprochait dangereusement de la route. Les branches frôlaient parfois la carrosserie dans un bruit sec qui me faisait sursauter. « Vous pouvez me déposer ici » dis-je finalement, incapable de retenir plus longtemps cette demande. Il ne répondit pas tout de suite, puis il souffla doucement, comme quelqu'un qui s'attendait à cette réaction. « Ce ne serait pas raisonnable, dit-il. Il fait nuit. Vous n'avez pas de réseau, et ce n'est pas un endroit sûr pour marcher seul. Je préfère ça, insistai-je. Il tourna enfin la tête vers moi. Son regard me cloua sur place. Ce n'était pas un regard violent, c'était pire. Il était calme, sûr de lui, presque compatissant. « Faites-moi confiance, dit-il. Juste pour cette nuit. » Ces mots eurent l'effet d'un verrou qui se referme. Je compris alors que la dynamique avait définitivement changé, que ce n'était plus une question de trajet, ni même de choix rationnel. J'étais entré dans une zone grise, où mes options existaient encore, mais où chacune semblait avoir un coût que je ne pouvais pas mesurer. La voiture continua d'avancer, avalant les derniers kilomètres d'une route qui ne menait plus nulle part de connu. Et moi, assis à côté de lui,
Je compris que ce qui m'attendait n'était pas un simple imprévu, mais une nuit entière façonnée par une décision que je croyais anodine. À cet instant précis, je sus une chose avec une clarté douloureuse. La vraie route, celle qui comptait, venait de s'effacer derrière moi. Et devant, il n'y avait plus que l'inconnu. La voiture quitta la route principale sans annonce claire, comme si ce détour faisait partie d'un itinéraire déjà décidé depuis longtemps. Le gravier crissa sous les pneus. Les phares révélèrent une allée étroite, bordée d'arbres serrés, qui menait vers une bâtisse basse, presque invisible dans l'obscurité. Une lumière jaune filtrait derrière un rideau. Pas une maison abandonnée. Pas un refuge improvisé. Un lieu habité. Et cette simple certitude n'eut rien de rassurant. Il coupa le moteur. Le silence s'abattit aussitôt, épais, presque assourdissant. J'entendais mon propre souffle, trop rapide, trop présent. Il resta assis quelques secondes, les mains encore sur le volant, comme s'il savourait ce moment précis. Puis il se tourna vers moi. « Voilà », dit-il simplement. « On est arrivé. » Je regardais autour de moi, cherchant instinctivement une issue. Il n'y avait rien d'autre que cette bâtisse et l'obscurité qui l'entourait. Pas de voisins visibles, pas de route éclairée, pas même le bruit lointain d'une voiture. Mon téléphone vibra brièvement, comme pour se moquer de moi, avant d'afficher à nouveau l'absence totale de réseau. « Ce n'est pas là où je devais aller, » dis-je, conscient de l'évidence ridicule de ma remarque. « Pour ce soir, si, » répondit-il calmement. Il sortit de la voiture, contourna le capot et ouvrit ma portière sans me demander mon avis. Ce geste, pourtant banal, eut sur moi un effet immédiat. Il ne m'avait pas touché, il ne m'avait pas forcé. Et pourtant, quelque chose venait de basculer. Je sortis à mon tour, les jambes légèrement tremblantes. L'air était plus froid que je ne l'avais imaginé. La nuit semblait absorber le moindre bruit. À l'intérieur, l'endroit était propre. Trop propre. Peu. Être. Une petite entrée, une pièce principale avec un canapé, une table basse, une kitchenette, une odeur neutre, presque aseptisée. Rien de personnel en apparence. Pas de photos, pas de souvenirs visibles. Comme un décor prêt à accueillir n'importe qui, à condition de savoir s'y imposer. « Vous pouvez poser votre sac là », dit-il en désignant un coin près du mur. Je m'exécutais. Chaque geste me demandait un effort démesuré. J'avais l'impression d'agir en pilote automatique, comme si mon esprit cherchait à se détacher de ce que mon corps vivait. Il se servit un verre d'eau, m'en proposa un. Je refusai. Il haussa légèrement les épaules, sans insister. « Vous avez l'air tendu, » observa-t-il. « C'est normal. Les imprévus, ça déstabilise. »« Ce n'est pas un imprévu, » répondis-je. « C'est un changement de plan que je n'ai pas accepté. » Il me regarda longuement. Puis il sourit, ce même sourire que j'avais vu plusieurs fois déjà et qui ne parvenait jamais à me rassurer. « Vous êtes ici, » dit-il. C'est déjà une forme d'acceptation. Je sentis une colère sourde monter en moi, mêlée à une peur que je m'efforçais de contenir. Je ne voulais pas crier, je ne voulais pas provoquer. Je cherchais encore quelque part une sortie rationnelle, une négociation possible. Mais plus les minutes passaient, plus je comprenais que la situation n'obéissait plus à ces règles-là. La fatigue commença à peser lourdement. Une fatigue profonde, accumulée, qui rend tout plus flou, plus lent. Il le remarqua. « Vous devriez vous reposer, » dit-il. « La nuit sera longue sinon. Je partirai demain matin, » dis-je immédiatement. « Bien sûr, » répondit-il. « Demain. » Ce mot, « demain », semblait contenir toute la promesse qu'il acceptait de me faire. Il m'indiqua une porte au fond du couloir. La chambre est là. Je dors sur le canapé. Je restais immobile. Une part de moi voulait croire à cette normalité soudaine, à cette concession apparente. Une autre part, plus lucide, savait que même cette proposition faisait partie d'un jeu de contrôle plus vaste. J'entrai dans la chambre. Un lit simple, des draps propres, une lampe de chevet allumée. Rien d'agressif, rien de rassurant non plus. Je m'assis sur le bord du lit, sans enlever mes chaussures. Mon cœur battait trop vite. Chaque bruit venant de l'autre pièce me faisait sursauter. J'entendis de l'eau couler, puis le son étouffé de la télévision. Des bruits ordinaires, presque absurdes dans ce contexte. Je me sentais étrangement coupable d'être là, comme si ma présence validait ce qui se passait. Le temps s'étira. Je ne savais plus quelle heure il était. Je n'osais pas allumer mon téléphone. Je fermais les yeux quelques secondes, juste pour respirer. Quand je les rouvris, la porte était entr'ouverte. Je ne me souvenais pas l'avoir laissé ainsi. Il se tenait là, appuyé contre le chambranle, sans entrer. « Vous dormez » demanda-t-il à voix basse. « Non » répondis-je. Je m'en doutais. Il entra finalement, lentement,
sans brusquerie. Il s'assit sur la chaise près du bureau, à distance du lit. Cette distance, calculée, me troubla plus que s'il s'était approché trop près. Il parlait doucement, presque avec bienveillance. « Vous savez, dit-il, beaucoup de gens pensent que le danger vient toujours de la violence. Mais la plupart du temps, il vient du flou, des zones grises, de ce qu'on n'ose pas nommer. » Je le regardais, incapable de détourner les yeux. J'avais envie de lui dire de partir, de sortir, de me laisser seul. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. « Vous êtes en sécurité ici, » ajouta-t-il, « tant que vous comprenez la situation. »« Quelle situation ?» demandai-je enfin. Il se leva, un pas, puis un autre. Il s'arrêta à une distance qui n'était ni trop proche ni trop loin, celle où vous n'avez plus vraiment le choix de faire semblant que rien n'a changé. Il n'y eut pas de geste brutal, pas de scène violente, juste une présence qui s'imposait, lentement, inexorablement. Une nuit qui se déroulait selon des règles que je n'avais pas écrites. J'étais conscient de chaque seconde, de chaque battement de cœur, de chaque pensée qui tentait de s'échapper. À un moment, je cessai de résister intérieurement, pas par consentement, par épuisement, par nécessité de survivre à cette nuit, sans la transformer en quelque chose de pire. Je compris alors que le véritable pouvoir qu'il exerçait n'était pas physique, mais psychologique. Il contrôlait le rythme, l'espace, le silence. Quand enfin la fatigue l'emporta, quand il quitta la pièce en me laissant seul, je restai allongé, immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité. Je ne dormis pas vraiment. Je traversai la nuit comme on traverse une épreuve, en comptant les heures, en s'accrochant à l'idée qu'elle finirait bien par se terminer. À l'aube, une lumière pâle filtra à travers le rideau. Je compris alors que rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Cette nuit ne laisserait pas de traces visibles, pas de preuves évidentes, mais elle s'était inscrite en moi, profondément. Et je sus, avec une certitude froide, que ce que j'avais perdu cette nuit-là n'était pas seulement un sentiment de sécurité, mais une part de mon innocence face au choix que l'on croit anodin. Je me réveillais avant même d'ouvrir les yeux. Mon corps avait repris conscience avant mon esprit, comme s'il s'était entraîné toute la nuit à rester en alerte. La lumière du matin filtrait à travers le rideau, pâle, presque maladive. Elle ne ressemblait pas à une promesse, elle ressemblait à un constat. La nuit était terminée, oui, mais elle avait laissé derrière elle un poids qui refusait de se dissiper. Je restai immobile quelques secondes, écoutant. Aucun bruit, pas de pas, pas de voix. Seulement le bourdonnement lointain d'un appareil électrique, peut être le réfrigérateur, et le chant discret d'un oiseau à l'extérieur. Des sons normaux, trop normaux. Ils contrastaient violemment avec l'état dans lequel je me trouvais. J'avais l'impression que le monde avait continué à tourner pendant que quelque chose, en moi, s'était figé. Je me redressais lentement, comme si chaque mouvement pouvait déclencher une réaction imprévisible. Mes vêtements étaient froissés, porteurs de cette fatigue étrange qui ne vient pas seulement du manque de sommeil. J'avais mal partout sans pouvoir dire où exactement. Une douleur diffuse, morale avant d'être physique. Je passai une main sur mon visage. Mes traits me semblaient plus durs, plus fermés, comme si la nuit avait creusé quelque chose que je ne pourrais plus effacer. La porte était fermée cette fois. Je ne me souvenais pas de l'avoir refermée. Ce détail anodin me troubla plus qu'il n'aurait dû. Je pris une inspiration profonde, puis je me levai. Mes pas étaient silencieux, prudents. J'ouvris la porte et avançai dans le couloir. Il était dans la cuisine. Il préparait du café, calmement, comme s'il s'agissait d'un matin ordinaire. Il portait d'autres vêtements que la veille, propres, simples. Il se retourna en m'entendant et m'adressa un sourire bref, presque poli. « Bonjour », dit-il. Ce mot me frappa de plein fouet. « Bonjour », comme si rien d'important ne s'était produit, comme si la nuit n'avait été qu'un détail insignifiant, un contretemps banal. Je répondis par un signe de tête, incapable de prononcer quoi que ce soit sans sentir ma voix trembler. « Le café est presque prêt », ajouta-t-il. « Vous en voulez ?» Je secouai la tête. Mon estomac était noué. L'idée même de partager ce moment avec lui me donnait la nausée. Il ne sembla pas s'en offusquer. Il se servit une tasse, s'assit à la table, et but une gorgée en me regardant par-dessus le rebord. « Vous avez mal dormi », observa-t-il. Ce n'était pas une question. Je serrai les dents. Une part de moi brûlait de répondre, de dire quelque chose de tranchant, de lui renvoyer cette nuit à la figure. Mais à quoi bon? Il savait. Il avait toujours su. Je compris alors que ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas seulement ce qui s'était passé, mais la façon dont il l'intégrait déjà au passé, comme un événement clos. « Je partirai dès que possible », dis-je enfin. « Bien sûr »,
répondit-il aussitôt. Comme prévu. Encore cette phrase. Comme prévu. Je me demandais à quel moment précis ce plan avait existé, et surtout, à partir de quand il avait cessé de m'inclure réellement. Il se leva, prit les clés posées sur le plan de travail. Je vais vous déposer là où le réseau revient, dit-il. Vous pourrez continuer votre route. Il parlait comme s'il me rendait service. Comme si ce départ effaçait tout ce qui l'avait précédé. Je récupérais mon sac sans répondre. Mes gestes étaient mécaniques. J'avais l'impression de jouer un rôle, celui de quelqu'un de fonctionnel, de normal, alors qu'à l'intérieur, tout était encore confus, brouillé. La voiture reprit la route, la même. Mais elle n'avait plus le même visage. Le jour révélait des détails que la nuit avait dissimulés, des champs, des clôtures, des maisons lointaines. La civilisation n'était pas si loin. Cette découverte me serra la gorge. Nous n'avions jamais été complètement isolés, seulement suffisamment éloignés pour que personne ne regarde. Il conduisait en silence. Aucun commentaire, aucune tentative de conversation, comme si le rôle qu'il devait jouer était terminé. Je me surpris à observer ses gestes avec une attention nouvelle, presque clinique. J'essayais de comprendre, pas de lui trouver des excuses. Juste de comprendre comment une situation aussi banale avait pu glisser ainsi. Pourquoi ? Demandai-je soudain, sans même réfléchir. Il ne sembla pas surpris. Il ralentit légèrement, puis répondit sans détour. Parce que vous avez accepté. Cette réponse me frappa plus violemment que n'importe quelle justification complexe. Il n'y avait ni colère ni triomphe dans sa voix, juste une certitude froide. J'ai accepté un trajet, dis-je. Pas ça. Les gens pensent toujours qu'ils acceptent une seule chose, répondit-il. Mais accepter, c'est ouvrir une porte. On ne contrôle pas toujours ce qui entre ensuite. Je détournai le regard. Je ne voulais plus entendre ces théories, ces phrases lisses qui transformaient la contrainte en fatalité. Pourtant, une part de moi, honteuse, reconnaissait la force de cette logique perverse. C'était ce qui rendait tout si difficile à nommer. Rien n'avait été simple, rien n'avait été totalement clair, et c'était précisément là que résidait le piège. Quand il s'arrêta enfin, ce fut sur le bord d'une route fréquentée, une station-service au loin, des voitures qui passaient. La vie, il coupa le moteur et me regarda une dernière fois. « Prenez soin de vous », dit-il. Je sortis sans répondre. Il ne tenta pas de me retenir, il ne sortit pas non plus. La voiture redémarra presque aussitôt, disparaissant dans le flot de circulation. Je restai là, debout, mon sac à la main, incapable de bouger pendant quelques secondes. J'avais l'impression qu'en faisant un pas, je reconnaîtrais définitivement que tout cela avait été réel. Le réseau revint sur mon téléphone. Les notifications affluèrent. Messages, appels manqués, rappels insignifiants. Le monde n'avait pas attendu. Je me sentis étrangement déconnecté de tout cela, comme si j'avais traversé une parenthèse que personne d'autre ne pouvait voir. Je m'assis sur un banc près de la station-service. Autour de moi, des gens riaient, parlaient, se plaignaient de banalités. Je les observais comme à travers une vitre. J'aurais voulu leur dire de faire attention, de ne pas croire que les petites économies sont sans conséquence. Mais les mots ne sortaient pas. Je compris alors que ce matin n'était pas une fin. C'était une transition. Le moment où l'on réalise que quelque chose s'est déplacé à l'intérieur, définitivement. Je n'étais pas brisé, pas détruit. Mais je n'étais plus exactement celui qui était monté dans cette voiture la veille. Et tandis que je reprenais enfin ma route, seule cette fois, une pensée s'imposa avec une clarté douloureuse. Ce qui m'accompagnerait désormais ne serait pas le souvenir précis de cette nuit, mais cette vigilance nouvelle, lourde, silencieuse, celle qui naît quand on a compris, trop tard, que certaines limites ne sont visibles qu'une fois qu'on les a déjà franchies. Le retour à la vie ordinaire ne s'est pas fait d'un coup. Il n'y a pas eu de ligne nette entre l'avant et l'après, pas de moment précis où tout aurait repris sa place. Il y a eu des gestes simples: marcher, acheter un billet, répondre à un message, et derrière chacun d'eux, une légère résistance. Comme si mon corps hésitait désormais avant chaque action, cherchant à vérifier quelque chose d'invisible. Je suis rentré chez moi sans raconter ce qui s'était passé, pas par honte, pas par peur du jugement, plutôt par fatigue. Une fatigue morale, épaisse, qui rend les mots trop lourds pour être portés. Expliquer aurait demandé de trier les faits, de leur donner un ordre, un sens, et je n'étais pas prêt à faire ça, pas encore. À l'intérieur, tout était encore mélangé. Les premiers jours, je me surprenais à revivre certains détails, pas les plus évidents, pas les moments de tension extrême. Non, les petites choses, le son d'une portière qui se ferme, une phrase dite sur un ton calme, un regard dans un rétroviseur.
Ces fragments revenaient sans prévenir, s'imposaient à moi pendant que je faisais la vaisselle ou que je regardais distraitement mon téléphone. Ils ne cherchaient pas à m'effrayer, ils cherchaient à me rappeler. Je compris rapidement que je ne pourrais pas effacer cette nuit, ni la minimiser. Elle faisait désormais partie de moi, pas comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice intérieure. Une marque qui ne se voit pas, mais qui modifie la façon dont on bouge, dont on respire, dont on fait confiance. Je me rendis compte que je n'étais pas devenu paranoïaque. J'étais devenu attentif. Je faisais plus attention au silence. À ceux qui durent un peu trop longtemps, à ceux qui arrivent trop tôt. Je faisais attention aux mots qui semblent anodins, mais qui déplacent subtilement les limites. Je faisais attention à cette sensation dans le ventre, ce léger déséquilibre que j'avais ignoré au début, persuadé qu'il n'était qu'un produit de mon imagination. Je compris alors que cette sensation n'était pas un défaut, c'était un signal. Il m'arrivait de me demander si j'aurais pu agir autrement, si j'avais manqué un moment clé, une phrase à dire, un geste à faire. Cette question revenait souvent, surtout le soir, quand l'esprit se libère et se retourne contre lui-même. Puis, peu à peu, elle perdit de sa force, parce qu'elle supposait que tout reposait sur une erreur unique, identifiable. Et ce n'était pas vrai. Ce qui s'était passé n'était pas le résultat d'un choix isolé, mais d'une accumulation de petites concessions. Des concessions faites par nécessité, par fatigue, par envie de croire que le monde est plus simple qu'il ne l'est. Je n'avais pas été naïf. J'avais été humain, et accepter cela fut sans doute la partie la plus difficile. Je réalisais aussi que je ne voulais pas transformer cette histoire en leçon spectaculaire, en avertissement dramatique. La réalité est plus subtile que ça. Il n'y a pas toujours de méchants évidents, pas toujours de gestes irréversibles. Parfois, il y a juste une situation qui glisse, lentement, vers un endroit où l'on n'aurait jamais pensé se retrouver. Et c'est précisément cette lenteur qui la rend dangereuse. Avec le temps, je recommençais à faire confiance, pas aveuglément, pas comme avant, une confiance ajustée, mesurée. Je continuais à rencontrer des gens, à accepter des invitations, à me déplacer, mais je ne me forçais plus à ignorer ce qui me mettait mal à l'aise. Je ne cherchais plus à être poli à tout prix, accommodant coûte que coûte. J'appris que dire non n'est pas un manque de gentillesse. C'est parfois une nécessité vitale. Il y eut un jour, quelques semaines plus tard, où je tombais à nouveau sur une annonce de covoiturage, même destination, même prix attractif. Je la regardai longtemps. Mon doigt hésita, comme la première fois, puis je fermai l'application, sans colère, sans peur, juste avec une certitude tranquille. Certaines économies coûtent trop cher, et ce coup-là, je l'avais déjà payé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je n'ai jamais cherché à le savoir. Son visage s'estompe avec le temps, comme un souvenir mal éclairé. Ce qui reste, en revanche, c'est la compréhension aiguë de ce que peut être le pouvoir quand il n'est pas exercé par la force, mais par l'ambiguïté, quand il se glisse dans les interstices, dans ce que l'on n'ose pas refuser clairement. Aujourd'hui, quand je repense à cette nuit, je ne ressens plus la même angoisse. Il reste une gravité, bien sûr, une lucidité parfois inconfortable, mais il y a aussi une forme de calme, parce que j'ai survécu, parce que j'ai appris, pas dans un sens héroïque, dans un sens profondément humain. Je sais désormais que la sécurité n'est pas toujours une question de serrure ou de distance, mais de perception, de cette capacité à écouter ce qui se passe en soi, même quand cela contredit la logique, même quand cela dérange. Je sais aussi que certaines expériences ne demandent pas à être racontées pour être valides. Elles demandent seulement à être reconnues. Ce que je ne ferai plus jamais, ce n'est pas accepter un covoiturage, ce n'est pas voyager seul, ce n'est pas faire confiance. Ce que je ne ferai plus jamais, c'est me convaincre que mon inconfort n'a pas d'importance. Je ne le traiterai plus comme un caprice, comme une faiblesse à corriger. Je l'accueillerai comme un message. Cette nuit-là m'a appris quelque chose de fondamental. On ne perd pas toujours quelque chose de visible quand on traverse une épreuve. Parfois, on gagne une clarté nouvelle, exigeante, mais précieuse. Une clarté qui ne rend pas le monde plus sûr, mais qui nous rend plus présents à nous-mêmes. Et si je devais résumer ce que cette histoire m'a laissé, ce ne serait ni une peur durable, ni une méfiance amère. Ce serait une attention renouvelée à mes propres limites. Parce qu'au fond, la véritable économie, celle qui compte vraiment, n'a rien à voir avec l'argent. Elle consiste à ne plus jamais brader sa propre sécurité intérieure,